Ce métier donc nous impose d'avoir une connaissance en ce qui concerne les matériaux, la technologie et ensuite les normes, surtout dans le domaine de l'aéronautique, plus particulièrement parce que effectivement donc la sécurité fait que à un moment donné, si on connaît pas un petit peu, je dirais, les bases, on pourra jamais faire un intérieur d'avion. Ça passe bien sûr par tout ce qui est matériaux qui ne doivent pas brûler, qui doivent résister à un certain nombre, je dirais, de tests, mais aussi en ce qui concerne le concept, c'est-à-dire qu'on a des particularités d'agencement intérieur, d'ergonomie, qui font qu'un avion est très difficile et très spécialisé à faire. Ce qui n'est pas du tout le cas si je fais un comparatif avec le bateau, puisque le bateau, c'est plus, je dirais, un appartement, c'est plus un hôtel, c'est plus quelque chose qui est, je dirais, dans le domaine de l'architecture traditionnelle. L'avion, lui, par contre, effectivement, doit s'imaginer avec beaucoup plus de connaissances. On doit dire, par exemple, que ce matériau a été testé, qui vient sur un panneau qui, lui, a été testé. Ce panneau en question doit être très léger pour pas charger l'avion. Donc, ces quelques informations ne sont pas spécialement, je dirais, évoquées dans les écoles quand on fait de l'architecture, et ça demande donc une formation sur le terrain. Sur le marché des avions privés, il faut savoir que certaines personnes, effectivement, passent plus de temps dans leur avion que chez elles. Donc, ces personnes-là vont nous demander des choses un petit peu particulières, notamment peut-être de répéter des ambiances qu'elles auront au sol. Dans ce cas de particulier, on va nous demander des matériaux, on va nous demander peut-être effectivement donc de travailler la lumière de manière à ce que effectivement ce soit peut-être un petit peu moins claustrophobique. On va nous demander d'employer des matériaux qui sont des références à peut-être des ambiances qu'ils aiment retrouver, du bois, des choses comme ça. Savoir que le bois, effectivement, donc peut s'employer, mais avec, je dirais, une utilisation quand même assez modérée. On va nous demander parfois, effectivement, donc de fermer les hublots, ce qui paraît un petit peu aberrant, sachant que nous, on aura tendance un petit peu à les ouvrir. Mais ces personnes-là vont prendre l'avion et systématiquement vont fermer les hublots pour regarder des films, pour se mettre dans une situation plutôt de cinéma que de regarder par le hublot. Donc tout ça, c'est un petit peu, je dirais, on demande. Et le particulier, lui, de son côté, fait un petit peu son chez lui. Alors parfois, effectivement, c'est assez surprenant. On nous demande des choses qui sont très lourdes, très difficiles à agencer. On essaie de tergiverser peut-être un petit peu de temps en temps pour essayer de faire un peu, je dirais, un avion quand même susceptible de voler. Mais ça nous arrive fréquemment de vouloir effectivement trouver du marbre à l'intérieur d'un avion. Alors le marbre à l'intérieur de l'avion, on sait le trouver, mais effectivement, donc ce marbre, il ne fait que 3-4 mm d'épaisseur, ce qui est quand même une prouesse parce qu'il faut qu'il soit ensuite collé sur un panneau de nid d'abeilles. Et tout cela fait que, effectivement, l'apparence sont là, mais la réalité, effectivement, est travaillée avec ces études spécifiques qu'on a fait en amont de possibilités d'exploiter certains matériaux à bord. La demande des particuliers a évolué dans un sens, je dirais, où on recherche de plus en plus de confort. On recherche une certaine ergonomie qui donne plusieurs possibilités à l'intérieur d'un avion. De pouvoir vivre, par exemple, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit, dans des situations un petit peu différentes. Donc cette modularité que l'on va chercher à avoir à l'intérieur d'un avion va nous imposer une certaine créativité dans ce qui concerne le mobilier. Ça va nous mettre aussi en avant donc des matériaux, puisque il faut savoir que dans un avion on repasse avec effectivement des bagages, on va servir des repas, on va ensuite donc passer de l'avant à l'arrière. Donc tous ces matériaux doivent être suffisamment résistants, très faciles à entretenir pour que l'avion ait quand même une tenue dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau par rapport à une certaine période où l'avion ne bougeait pas. Il était livré avec 8, 10, 28 sièges, 30. Et ensuite, donc, effectivement, donc, cet avion n'avait pas d'autre, je dirais, vocation.
Là, aujourd'hui, on va nous demander, par exemple, d'enlever des sièges pour installer un compartiment bagage. On va nous dire, bah oui, mais à ce moment-là, ce siège-là, il faut qu'il fasse chambre parce qu'on va avoir des vols de nuit. Donc, comment vous allez faire pour isoler cette chambre du reste de l'avion? Donc, on invente des systèmes de tissus qui vont faire des rideaux, qui vont faire des séparations. Donc, tout ça, ça évolue dans un sens de... La demande du particulier devient de plus en plus, je dirais, opérationnelle par rapport aux vols qu'ils vont exploiter. Alors dernièrement, on a réalisé dans le domaine du yachtisme le 4e plus grand yacht privé au monde, donc on en est très fiers. Ce bateau, on a eu l'occasion de faire l'extérieur et l'intérieur. Alors là, pour un domaine architectural, c'est beaucoup plus passionnant qu'un avion, puisque effectivement, on a pu faire des plans de l'intérieur qui étaient jumelés à l'extérieur. À l'extérieur, ouvrir des ouvertures pour faire pénétrer la lumière à l'intérieur. Donc là, cette gymnastique a été pour nous très intéressante. C'est une gymnastique d'ailleurs qui occupe beaucoup, parce que effectivement, ça fait beaucoup d'allées et venues avec différents techniciens, différentes personnes qui font que ce que l'on prévoit donc à l'extérieur fait partie de la structure du bateau, et ce que l'on souhaite avoir à l'intérieur, ben effectivement, c'est beaucoup plus une application donc de volume par rapport à des pièces, par rapport à des agencements intérieurs. C'est quelque chose qu'on a développé avec aussi beaucoup d'ouverture sur la mer, et dans ce domaine-là, le yacht que l'on voit traditionnellement, lui, il est beaucoup plus, je dirais, dans un contexte classique, avec un certain nombre de ponts qui sont empilés les uns sur les autres. On a essayé d'amener donc une originalité. Ce bateau s'appelle Yas, il fait 141 mètres. Et donc ce bateau en question va être probablement visible cet été en Méditerranée. Et on va le reconnaître facilement parce que ça ressemble un petit peu à l'avant d'un dauphin. Et cet avant de dauphin, il est entièrement donc revêtu de parois vitrées, ce qui nous a valu d'ailleurs des problèmes de certification, puisqu'avec l'impact des vagues, on n'a pas pu quand même faire descendre trop bas les parties vitrées. Mais néanmoins, on est arrivé à un bon résultat qui fait qu'à l'intérieur, on a vraiment une impression panoramique de vue extérieure sur la mer, et c'est quelque chose qui est unique, et je pense qu'il va se faire remarquer cet été si on a l'occasion de le voir en Méditerranée. Concernant les prix des yachts, c'est tout à fait aléatoire. Ça peut aller donc d'un yacht qui fait 80 mètres, 80 millions, ça peut aller de 80 mètres à 120 millions, et puis 141 mètres, ça peut atteindre des sommes astronomiques, parce qu'effectivement, donc, on imagine que des bateaux comme ça à 141 mètres, c'est des bateaux de croisière. Ces bateaux de croisière, on va les équiper aussi d'une manière, je dirais, un petit peu défensive, parce qu'on sait très bien qu'il y a quelques années, quand des bateaux ont été raisonnés, il fallait effectivement donc prévoir une certaine défense. Donc, tout cela fait que le prix devient de plus en plus gigantesque en fonction des équipements et des demandes qui sont à bord. Mais d'une manière générale, je pense que le propriétaire d'un yacht privé de ce style-là a déjà eu d'autres bateaux, c'est exactement ce qu'il veut, et passe d'un bateau donc de 80 mètres à 100 mètres, de 100 mètres à 120 mètres. Je pense que dans le futur, on va quand même s'arrêter et donc pas atteindre des tailles gigantesques. Nous, avec 141 mètres, je pense qu'on se porte, je dirais, dans la partie très haute des yachts privés, et que le marché va se situer beaucoup plus maintenant aux alentours de 80 mètres, qui constitue, je dirais, quelque chose déjà extravagant, mais beaucoup plus donc facile à loger dans un port. Il est souvent évoqué une question que l'on me pose à propos des avions sur le fait d'installer une piscine à bord, puisqu'on fait des gros avions, on passe du petit avion, je dirais, qui est le jet privé, au plus gros, qui est le 747 de chez Boeing. Et donc, dans les films style James Bond, on a vu dans certaines occasions des piscines. Je peux vous certifier que les piscines dans un avion, ça n'existe absolument pas, et que c'est assez logique. On va peut-être imaginer un jacuzzi. Et encore, un jacuzzi, ça veut dire qu'il faudrait le traiter comme lorsque vous êtes dans un avion avec votre verre plein d'eau que l'hôtesse vous a servi, et puis il y a une turbulence. Donc vous apercevez très facilement que le verre effectivement déborde de tous les côtés. Donc si vous mettez un jacuzzi, effectivement il faut remplir le trop-plein autant que ce que vous avez d'eau dans le jacuzzi. Donc le trop-plein va être tellement important que ça va être effectivement horrible et ça servira à rien. Donc à ma connaissance, il n'y a pas de jacuzzi à bord des avions.
Par contre, effectivement, nous avons des douches, ce qui est monnaie courante et qui correspond au confort, je dirais, basique d'un avion aujourd'hui. Mais l'histoire de la piscine et du jacuzzi, je pense que c'est uniquement de la fiction et ça sert uniquement, je dirais, dans des films ou dans des sujets qui sont effectivement donc en parallèle avec la réalité. Donc ce métier, moi, que j'ai développé en passant par Dassault il y a quelques années, était un métier totalement nouveau. Ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il a fallu, à un moment donné, donc se mettre dans une position de dire comment je pourrais exercer. Effectivement, on a des idées, mais ensuite, comment faire réaliser ces idées. Donc, il y a eu tout un petit groupe qui s'est tourné au niveau des jets privés et qui a constitué un petit peu ces équipes pour aménager les avions. Aujourd'hui, je crois que en France, si je suis généreux, je vais dire qu'on est peut-être 2, 3 cabinets à travailler à l'intérieur d'avions. Alors, il faut savoir que les intérieurs d'avions, on peut les classer de différentes sortes. Soit on fait l'intérieur d'avion en changeant uniquement la couleur des tissus et en changeant la moquette, soit on fait effectivement donc une étude d'architecture intérieure, on part dans l'avion, il y a absolument rien. Il y a 2 sièges pilotes, c'est-à-dire le pilote, le copilote, qui ont mené l'avion donc de la partie, je dirais, où il a été fabriqué, à un centre de conversion, et dans ce centre en question, on va l'aménager. Donc si on prend ce système, je dirais, qui est un petit peu pour moi celui qui est le plus développé chez nous, on doit être peut-être 2 en France. Mais sinon, effectivement, on peut trouver d'autres personnes qui ont fait des avions en changeant la couleur des sièges.